Après avoir vous parlé de la GPA qu'une interface qui est implémentée par les ORM, les Object Relational Mapping tels que Hibernate, TopLink, EclipseLink, etc. La deuxième vidéo, on va la consacrer donc en quelque sorte à la mise en place de framework Hibernate. Donc on va commencer comme toujours par une petite présentation autour de ce framework. Donc, c'est un framework qui est orienté data si vous voulez. C'est un framework ORM, Object Relational Mapping, qui permet d'assurer la correspondance entre les classes qu'on va les appeler par la suite des entités de votre projet Java et puis les tables de votre base de données. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le Hibernate, c'est un projet qui est open source, qui vise comme je vous ai dit tout à l'heure, le mapping entre les bases de données et puis les applications Java. C'est vrai au départ, elle est développée autour des bases de données relationnelles, mais ça n'empêche pas qu'on peut configurer donc Hibernate avec une base de données relationnelle, sorte MySQL, Oracle, SQL Server et d'autres. Je peux le configurer avec une base de données objet, comme le PostgreSQL, comme je peux le configurer avec une base de données non SQL, sorte MongoDB ou d'autres. L'essentiel, c'est que la plupart des bases de données actuelles, quoi que ce soit leur type, il est pris en charge par notre framework qui va assurer cette facilité de communication pour pouvoir exécuter des requêtes SQL sur votre base de données. Donc, en termes d'architecture, vous allez développer votre application en langage Java et vous voulez donc interagir avec une base de données. On a vu déjà pendant la première vidéo autour de GDBC que pour faire cette opération, la première solution c'était le GDBC qui représente une solution bas niveau puisque c'est au développeur de tout développer, tout contrôler. Alors maintenant vous allez travailler par un ORM et comme je vous ai dit hier, suite à la forte utilisation des popularités des ORM, donc SAN, l'ancien, si vous voulez, propriétaire de Java, a pensé à mettre en place un standard pour couvrir toutes les solutions orientées ORM autour du Java. Du coup, vous allez passer par une couche de persistance, le GPA. À partir du GPA, vous faites une implémentation avec le framework ORM que vous voulez. Donc, dans notre situation, c'est Hibernate. Hibernate, il aura besoin des fichiers de configuration et de paramétrage qu'on est censé découvrir aujourd'hui avec cette vidéo. Du coup, on va découvrir qu'on a des fichiers XML qui vont définir toutes les propriétés pour assurer la communication avec votre base de données en général. Donc, il apparaît bien que pour mettre en place votre framework Hibernate, vous aurez besoin de plusieurs éléments. Le premier élément, c'est la classe de type JavaBean. Quand je dis JavaBean, c'est une classe Java, avec des critères bien, si vous voulez, précis. Par exemple, il faut que votre classe respecte les normes en termes de nomination. La classe doit commencer par les lettres majuscules, les méthodes, les attributs par des minuscules. Chaque attribut doit avoir un getter et un setter. Cette classe, il va encapsuler en quelque sorte les données de votre table. On va le qualifier par la suite comme étant une entité. Deuxième des choses, vous aurez besoin d'un élément qui va assurer la correspondance avec la base de données. Cette classe communique avec quelle table et les attributs de cette classe communiquent avec tel champ de la table. Dernière des choses, pour accéder à la base de données, vous êtes censé établir une connexion. Et pour établir une connexion, vous aurez besoin d'un ensemble de paramètres, à savoir le driver de l'URL, le login de l'utilisateur qui se connecte. Tout ça, il est encapsulé dans un fichier, si vous voulez, prédéfini par notre application, si vous voulez, ou bien par notre framework Hibernate, c'est le fichier hibernate.cfg.xml qui veut dire Hibernate configuration.xml sur lequel vous êtes censé définir toutes les propriétés de connexion et la politique de communication avec votre base de données en général. Et comme je vous ai montré hier, on est souvent devant la situation suivante. L'utilisateur final il travaille avec la couche UI, donc User Interface, ou bien la couche présentation bien vue.
À partir de la couche vue, donc on passe par, si vous voulez, la couche service ou bien la couche métier en général. À partir de la couche service ou bien la logique applicative, on est censé faire appel à DAO, Data Access Object, qui est censé faire appel à la base de données. À la place d'utiliser la méthode classique qui se base sur le GDBC comme étant une solution bas niveau, on intègre cette solution qui se base sur le framework Hibernate. Donc, ce qu'il faut retenir, Hibernate, c'est un outil, c'est un framework de mapping object relationnel développé en Java et dédié pour les applications Java en général. Deuxième des choses, la question qui va se poser normalement, y a-t-il donc d'autres solutions avant l'arrivée de Hibernate? La réponse est oui, c'est que avant Hibernate, donc il y avait ce qu'on appelle les EGB, Enterprise Java Beans. Ce sont des objets qu'on est censé donc déployer sur un serveur d'application. Il va se mettre à l'écoute une fois une requête ou bien une demande arrive. Il va interagir pour répondre à ces différentes, si vous voulez, demandes. Parmi ces EGB, donc on parle de l'EGB Entity, c'est un EGB qui permet d'assurer la communication avec une base de données dans les applications orientées entreprise. L'utilisation de ces EGB-là exige donc un serveur d'application, exige une certaine structure qui est complexe par rapport, si vous voulez, aux différents outils, différentes stratégies, puis différents concepts avec lesquels on travaille aujourd'hui. Donc, il est développé premièrement avec donc Gavin King en 2000, en juillet 2000. Comme je vous ai dit hier lorsqu'on a parlé de GPA, vous pouvez utiliser Hibernate sur donc des applications Standard Edition et sur des applications Enterprise Edition. Donc, le site officiel c'est hibernate.org pour la doc et pour tous les fichiers nécessaires autour de, si vous voulez, ce framework. Il est inclus dans le GBoss et comme vous savez donc la séance de Maven, la création d'une application web, si vous vous rappelez bien, je vous ai montré comment installer votre serveur web. On a utilisé donc le serveur Tomcat. Je vous ai dit que le serveur qu'on a installé, c'est un serveur web. Et parfois, donc, dans une application entreprise, pour couvrir toutes les demandes qui viennent des différents types de clients, web, desktop, mobile, etc., vous aurez besoin d'un serveur d'application. Donc, le GBoss fait partie donc des listes des serveurs d'application qu'on peut utiliser dans une application entreprise. Dernière des choses, c'est que le Hibernate est standardisé par la spécification GPA. Comme je vous ai dit hier, le GPA, c'est une interface qui est implémentée par l'ORM de votre choix et par l'EGB, donc c'est l'équivalent de l'EGB3 Entity. Donc ça représente en grosso modo une définition et puis pourquoi on est arrivé à Hibernate, quelle est, si vous voulez, l'ancienne solution et sur quel type d'application on est censé l'appliquer. Donc tout ça, c'était à ce niveau-là. Donc ce qu'il faut retenir par la suite, c'est que ce qu'on cherche, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, créer des classes sous forme des entités au niveau de votre projet, créer des tables au niveau de la base et assurer la correspondance entre les deux. Si vous travaillez avec la méthode classique, la solution bas niveau qui se base sur le Java Database Connectivity ou bien le JDBC, vous êtes censé donc tout faire vous-même. Du coup, vous aurez plus d'efforts, plus de code pour assurer la communication avec la base de données. L'arrivée de Hibernate, ça va vous donner la possibilité, premièrement, d'améliorer la portabilité des codes s'il y a un changement de la base de données, puisque le paramétrage s'effectue sur un fichier XML. Vous changez le fichier XML et tout le reste va rester tel qu'il est. Deuxième donc avantage, c'est le gain de 30 jusqu'à 40% en termes de lignes de code sur certains projets. Et le plus important, selon le schéma que je vous ai montré donc là, lors de la première vidéo autour de GPA, c'est que le développeur pense en termes d'objets. Il va rester avec les apports de l'orienté objet. Il ne va pas, puisque dans la méthode classique, on est censé, en plus de l'orienté objet, utiliser le langage SQL comme un langage de manipulation des données. Et du coup, donc, la question qui va se poser par la suite, comment je peux assurer le mapping ou bien la correspondance entre une classe et puis une table.
On va découvrir deux solutions. Donc la première solution se base sur un fichier XML sur lequel vous êtes censé décrire toutes les relations entre la table et la classe, les attributs de la classe et les champs de la table. Deuxième solution, et qui est développée à partir de la version 1.5 de GDK, c'est les annotations. Nous, on va découvrir les deux situations et puis on va juger par la suite quelle est la méthode la plus pro et la plus pratique parmi les deux. Donc en termes d'architecture Hibernate, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes censé donc définir toutes les propriétés Hibernate dans un fichier de configuration. Vous allez créer des fichiers de mapping. Quand je dis fichier de mapping, c'est un fichier XML qui va dire que cette classe correspond à cette table et les attributs de cette classe correspondent au champ de cette table. À partir de cette configuration, on va faire appel donc à un factory qui est capable de créer des sessions, ou bien d'ouvrir des sessions sur le serveur, base de données. Une fois la session est ouverte, on peut envoyer une transaction, on peut exécuter une requête SQL, on peut faire un tas de choses. C'est-à-dire là, ça représente en grosso modo, à partir de la configuration, on demande l'ouverture d'une session. Et à partir de, une fois la session est ouverte, vous avez la possibilité d'exécuter des transactions, d'exécuter des requêtes, ainsi de suite. Tout ça, donc, on va le découvrir au fur et à mesure avec les ateliers qu'on va développer ensemble. Donc, en termes de concurrents de Hibernate, donc, il y a déjà le GDBC qui représente la solution bas niveau. Il y a le EGB Entity qui représente une ancienne solution orientée Java Enterprise Edition. Il y a le TopLink, le OpenGPA, le Ebatis, le Caster GDO, ainsi de suite. Tous ces éléments-là représentent des concurrents de Hibernate qu'on peut l'intégrer dans une application. Donc, si vous voulez, ORM, Java en général. Et comme je vous ai dit hier, si vous ne travaillez pas avec un ORM, si vous ne travaillez pas avec Hibernate dans notre cas, en tant que développeur, vous êtes censé gérer deux choses. La logique métier de l'application, les fonctionnalités donc offertes par votre application, et vous gérez donc l'accès à la base avec les requêtes SQL. L'arrivée donc de Hibernate ou bien d'un ORM en général, il vous permet donc autant que développeur de s'orienter ou bien de s'intéresser à 100% à la logique métier de l'application. Comment accéder à la base, comment envoyer des requêtes, vous allez donc la déléguer à votre framework Hibernate qui est censé donc effectuer donc ce travail. Donc ce qu'il faut retenir, des Java Beans ou bien des entités plus un SGBD, ça peut être relationnel, objet ou bien non SQL, plus des données de mapping et de configuration, ça représente la persistance de données entre votre application et puis la base avec laquelle vous travaillez en général. Donc ça représente une fiche technique de Hibernate. Donc Hibernate, il est développé en langage Java. La dernière version, donc, ça remonte vers le 30 juin 2023. Donc, on peut parler de la version 6.2 qui est la plus stable, mais maintenant on peut même avoir la version 6.2.13 qui est sortie en octobre, 11 octobre 2023. Et sinon, donc, il y a des versions, on va découvrir par la suite quand on va faire appel à notre repository Maven, qui a même une version 6.3. Donc, il est multiplateforme puisqu'il utilise donc l'environnement Java Virtual Machine. Il est sous licence publique, GNU. La première version donc officielle, c'était en 23 mai 2001. Et le type, c'est un ORM qui permet de faire le mapping object relationnel. Comme je vous ai dit hier, donc, pour pouvoir exécuter une requête, les ORM ils se basent sur la notion de transaction. Alors, c'est quoi une transaction générale? Donc, c'est un ensemble d'opérations qui doivent être exécutées en temps qu'unité, avec la possibilité par la suite de faire un commit ou bien un rollback, soit validé, soit annulé. Et ces opérations peuvent être synchrones ou bien asynchrones. Peuvent être impliquées la persistance de données. Donc, l'envoi par exemple de messages, la validation de cartes de crédit, ainsi de suite. Si on prend l'exemple suivant, l'opération de transfert de compte à compte bancaire, on enlève sur un compte et on dépose sur l'autre. Si l'une des deux opérations échoue, donc perte de cohérence.
on veut que ce soit donc les deux opérations RSUS, mais si une d'elles échoue, donc automatiquement on annule toute l'action et toutes les opérations en général. On dit que les deux opérations forment une seule et même transaction. C'est pour ça que je vous ai dit hier, une transaction, c'est un ensemble d'opérations. Si une opération parmi la liste des opérations qu'on demande à exécuter échoue, donc on aimerait bien que le système annule toutes les autres opérations, quoi. Donc c'est pour ça qu'il utilise cette notion de transaction au niveau de ORM. Le premier atelier qu'on va mettre en place, on va créer un projet donc Simple Project avec Maven. On va mettre en place les dépendances nécessaires. On va configurer notre projet. On va demander l'ouverture d'une session et puis on va faire le test nécessaire. Alors, je vous demande de basculer sous Eclipse. Vous êtes censé créer un nouveau projet Maven, donc un projet simple. Dès que vous êtes censé cliquer sur File, New, Maven Project. On va donc cocher Create Simple Project. Next. Donc pour le groupe ID, on va l'appeler camp.labo.it. Pour le nom de projet, donc ça va être Hibernate projet 1. Je vais choisir la version donc 1.0.0 et puis le packaging ou bien le type jar. Donc je clique sur Finish. Donc Hibernate plutôt Maven, il va faire le nécessaire pour la configuration du projet. Donc le dossier Java pour mettre tout ce qui est code source. Le dossier ressources pour mettre tout ce qui est fichier de paramétrage configuration. Pour notre cas, tous les fichiers XML, on est censé les mettre à ce niveau. La partie du test, si vous voulez faire des tests unitaires avec le JUnit, les bibliothèques, et puis le POM XML qu'on utilise pour intégrer donc les différentes dépendances. Donc après avoir créé le projet avec Maven, donc on va passer à la mise en place des dépendances. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aurai besoin donc d'une dépendance vers le framework Hibernate, une autre vers le pilote de la base de données MySQL. Et vu que Hibernate elle exige que toutes les opérations qu'on est censé exécuter, il faut donc si vous voulez, le structurer sous forme d'une transaction, on aura besoin donc d'une bibliothèque GTA, donc Java Transaction API, qui contient un ensemble de classes qui permet de manipuler donc les transactions. Des coups donc sur la description de la vidéo, je vais partager avec vous ce dépôt d'instance sur GitHub qui porte le nom Hibernate Configuration et vous allez travailler avec les fichiers que j'ai publiés là-dessus. Donc je vais ouvrir le Dependencies. Alors pour les dépendances, vous aurez besoin d'une dépendance Hibernate. Donc j'ai choisi la version 6.1.0 finale. La dépendance MySQL, j'utilise la version donc 8 et puis la dépendance de transaction, le GTA Java Transaction API, qui contient, comme je vous ai dit tout à l'heure, les classes nécessaires pour piloter les transactions. Alors je vais copier donc ces différentes dépendances. Je vais mettre à jour le fichier pom.xml. Donc avant le slash project, donc je rajoute ces différentes dépendances, j'enregistre et vous allez voir automatiquement sur notre projet, donc Maven, il va mettre à jour donc le dépôt local, il va mettre à jour donc les bibliothèques utilisées sur mon projet et là on se retrouve avec Maven Dependencies. Et à ce niveau-là, donc vous avez la liste des dépendances et là je vous demande de remarquer, on a demandé le MySQL, on a demandé donc le GTA qui représente donc la bibliothèque des transactions. On a demandé Hibernate. Il apparaît bien que le système a chargé en parallèle, ou bien Maven, d'autres bibliothèques qui fait partie de framework d'écosystème Hibernate en général. Donc, les dépendances sont là. On va continuer notre travail. Donc, on va passer à la configuration de notre projet. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour accéder à une base de données, on aura besoin donc d'un pilote, bien d'un driver, et du coup, on aura besoin donc de définir les paramètres de connexion, à savoir le serveur de la base de données, le compte de l'utilisateur qu'on est connecté, la façon avec laquelle on est censé communiquer avec le système. Alors, du coup, ce qu'on va faire, au niveau de même dépôt sur GitHub, vous avez donc un fichier qui s'appelle hibernatecfg.xml, c'est celui-là.
Donc, je vais, si vous voulez, en quelque sorte, utiliser ces différentes, si vous voulez, propriétés pour que je puisse intégrer le framework Hibernate au niveau de notre application. Donc, je vous demande de télécharger ce fichier-là. Donc, je vais télécharger le fichier hibernate.cfg.xml. Et là, donc, je vais copier le fichier en question. Je vais le coller où exactement? On a une structure bien précise. Bah, du coup, je suis censé la mettre au niveau des ressources. Donc, je vais le coller à ce niveau-là. Donc, clic droit, puis paste. Et là, donc, je me retrouve avec mon fichier hibernate.cfg.xml. On ouvre ce fichier-là. Donc, c'est un fichier XML qui contient donc les propriétés de connexion. Les propriétés dont on a besoin. Donc, il y a une propriété pour charger le driver qu'on a utilisé lorsqu'on a travaillé avec le GDBC. Une propriété URL qui va définir donc le chemin d'accès vers votre base de données. Une propriété donc, si vous voulez, username qui va définir le nom d'utilisateur ainsi que le password, sachant que pour moi, la base de données que j'utilise c'est sans aucun mot de passe. On a une propriété dialecte. Donc, le dialecte, son rôle, c'est écrire la requête SQL selon le SGBD cible. Comme vous le savez, parfois, une requête SQL, ça diffère de point de vue syntaxique d'Oracle vers MySQL vers SQL Server. Du coup, cette propriété dialecte, vous allez lui dire dans quel SGBD vous êtes censé exécuter cette requête pour que le code SQL soit adéquat à votre SGBD. Vous avez donc une propriété qui s'appelle HBM2DLL Auto qui permet de définir la politique de communication avec la base. Pour le moment, on va la mettre sur la valeur create, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous exécutez le projet, Hibernate, il va recréer toutes les tables. C'est-à-dire, si la table existe, il va faire un drop, il va la créer à nouveau. Si la table n'existe pas, il va le créer sur le champ. OK? Vous avez une autre propriété current session. Son rôle, c'est ouvrir une session en se basant sur les propriétés ou bien les paramètres de connexion. Bien sûr, il apparaît bien qu'on aura besoin d'ouvrir plusieurs sessions sur la base de données. On aura besoin d'un système qui va garantir la performance dès qu'on va utiliser les threads qui représentent donc le multitâche en quelque sorte en système d'exploitation. La dernière propriété, c'est la propriété ShowSQL. S'il est à true, c'est-à-dire que Hibernate il est censé vous afficher à chaque fois qu'il touche des informations dans la base de données, il est censé donc vous générer le code SQL équivalent. Pour le mapping, on va le voir lorsqu'on va faire la correspondance entre les tables et puis les classes. J'en ai plus besoin pour le moment. Donc j'enregistre. OK. Donc pour la base, donc on va l'appeler DB par exemple Hibernate. On va la créer par la suite. OK. Donc assurez-vous que vous avez la même configuration que moi. Je clique à droite à l'intérieur du fichier, puis Validate, pour s'assurer que le fichier, donc, il est bien valide, il n'y a aucune erreur ni avertissement au niveau de mon fichier. Donc ça représente la première configuration. Avant d'aller plus loin, on va aller créer cette base de données, à savoir DB Hibernate. Alors moi, donc j'utilise WAMP. Ben, vous pouvez utiliser Xampp, vous pouvez utiliser EasyPHP ou bien MySQL, Workbench carrément. Alors je vais lancer donc WAMP. Je vais aller vers phpMyAdmin. Donc, sur la barre de notification, ben, je clique sur... Pardon. Je vais aller vers localhost et à partir de localhost, je bascule vers phpMyAdmin pour se retrouver avec l'interface de la base de données MySQL. Donc phpMyAdmin. Je vais créer la base dans un premier temps. Je clique sur base de données. Je vais créer la base qui porte le nom db underscore Hibernate. Donc, je vais créer la base. Donc, voilà, la base de données est déjà créée. Donc db Hibernate. Pour le moment, il n'y a aucune table. On aimerait bien, dans un premier temps, établir la connexion vers cette base. Alors, si je reviens vers le slide, on a mis en place la configuration de notre projet. Maintenant, on va essayer d'ouvrir une session
en se basant sur le fichier de configuration de tout à l'heure. Donc, si je reviens avec vous ici, pour ouvrir une session, on est censé interroger ce fichier hibernate.cfg.xml. Alors, du coup, ce qu'on va faire, au niveau de src main Java, donc on va créer un nouveau package. On va l'appeler DAO, Data Access Object. C'est le package qui va encapsuler la classe qui va établir la connexion. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour établir la connexion vers la base de données MySQL en passant par l'ORM Hibernate, vous êtes censé donc passer par les paramètres fournis par ce fichier de configuration. Hibernate, il vous a généré une nouvelle, si vous voulez, une classe prédéfinie qui s'appelle Hibernate Etual. Vous pouvez les télécharger à partir du site officiel, qui va vous permettre en quelque sorte, si vous voulez, d'interagir ou bien de faire appel à ce fichier de configuration qui va vous mener vers la base de données MySQL. Donc toujours sur le dépôt sur GitHub, vous avez donc la classe Hibernate Etual. Donc c'est une classe qui permet quant à lui de faire appel à votre fichier de configuration CFG et à partir de ce fichier-là, donc il va faire appel à ce fichier hibernate.cfg.xml et par la suite, il est censé donc établir la connexion si les paramètres sont corrects. Alors je vais télécharger de même cette classe. Voilà, c'est celui-là. Donc je vais le mettre au niveau du package DAO que j'ai créé tout à l'heure. Donc je vais changer le nom. Alors là, j'aurais dû faire rename. Donc je vais l'appeler Hibernate tout court. Hibernate Etual. Et cette classe, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une classe qui est censée interroger le fichier Hibernate CFG pour ouvrir une session là-dessus. La dernière étape pour tester que tout ça se passe bien, on va créer donc une nouvelle classe dans un package qu'on va l'appeler Demo. Et la classe, je vais l'appeler Hibernate Demo. Et je vais cocher donc le public static void main. Finish. Alors, qu'est-ce que j'aurais dû faire dans cette classe? Je vais ouvrir une session tout simplement. Donc, je déclare une variable du type session qui fait partie de org Hibernate. Je vais l'appeler session. Et je fais appel à Hibernate etual .getSessionFactory.getCurrentSession qui permet d'ouvrir une session sur et par la suite j'affiche un message comme quoi MySQL connected. Donc, je demande au système d'ouvrir une session en passant par la classe Hibernate Etual. La classe Hibernate Etual, donc, il va faire appel à notre fichier Hibernate CFG. Le fichier Hibernate CFG contient tous les paramètres de connexion. Donc, on va exécuter notre classe, à savoir Hibernate Demo. On va voir que sur le console, donc vous avez la journalisation suivante. Le système, donc, il va se connecter, donc il va détecter premièrement qu'on utilise un ORM dans la version 6.1.0. Par la suite, donc, il va lire le fichier XML, donc c'est le fichier donc Hibernate CFG, le fichier de configuration. Le fichier de configuration va lui fournir tous les paramètres, à savoir le driver, l'URL, le password, etc. À la fin, donc il m'affiche MySQL Connected, c'est-à-dire que la configuration il est bien effectuée. On est censé par la suite rajouter donc les différentes, si vous voulez, classes qui vont être en mapping et en correspondance avec les tables de la base. Donc la vidéo prochaine, donc on va la consacrer au mapping. Et comme je vous ai dit lors de la présentation de cette vidéo, donc il y a deux méthodes. Une méthode qui se base sur l'XML, une autre qui se base sur les annotations. Donc on va découvrir les deux méthodes en même temps. Donc je vais vous montrer donc les différentes. Si je reviens avec vous vers le fichier Hibernate CFG, je vais vous montrer les différentes politiques de communication entre les classes et puis les tables.
On va découvrir donc trois valeurs, create, update et puis validate. Donc, je veux remercier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poster donc, en dessous de la vidéo. En même temps, donc, je vais partager avec vous donc, ce dépôt donc, d'estampes pour que vous puissiez télécharger et puis utiliser les fichiers en question. Donc, je veux remercier et à la prochaine.